Bienvenue pour Very French Trip Podcast. Donc, c'est le 28e épisode. Et donc, ce soir, on a deux invités. On a Éléonore Biriotti. Salut Éléonore. Salut. Et puis, on a Jean-Baptiste Aubras, donc, qui est en train de se connecter. Il va pas tarder à nous rejoindre. Donc, le sujet ce soir, c'est le RGPD. Donc, on rebondit un peu sur un article qu'a écrit Éléonore sur WP Marmite. Donc, et puis bien sûr, non, j'ai oublié, je présente nos deux amis. Donc, Mathieu, salut Mathieu. Salut tout le monde. Et puis Thierry, salut Thierry. Salut, ça y est, il nous a oublié déjà. Ouais, t'as vu ça? La star. Et donc, avant qu'on va... En fait, on va avoir deux volets principaux. On va parler donc de cette nouvelle loi, comment elle va être implémentée dans WordPress, qu'est-ce qu'il faut faire dans son site. Et puis, on verra aussi toute la partie technique qui a permis l'intégration du RGPD dans la nouvelle version de WordPress. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Éléonore, sur cette nouvelle loi? Oui, tu avais, Mathieu, quelque chose à rajouter. Oui, j'avais deux, trois trucs à dire. Peut-être qu'elle peut se présenter déjà. Oui, bien sûr. Déjà, toute seule, oui. Comme une grande. Et puis, effectivement, enchaîner sur, on va dire, une introduction de ce qu'est le règlement européen de protection des données personnelles. Quelle équipe? Ouais. Ça marche. Donc, comme vous m'avez présenté, je m'appelle Éléonore Biriotti, je suis content manager en freelance. Pour éviter le blabla, en gros, ça veut dire que je crée du contenu et des stratégies de contenu pour mes clients pour leur générer des prospects. Le RGPD, donc c'est le règlement général sur la protection des données. C'est vraiment un élément qui impacte beaucoup mon boulot au quotidien. Vu que je suis marketeuse, les données personnelles, les données à caractère personnel, comme on va en reparler, c'est quelque chose que je manie quotidiennement. Du coup, je ne sais pas si j'enchaîne pour raconter un petit peu de quoi ça parle. Okay. Oui, tu peux. Ça marche. Du coup, c'est une législation européenne qui va être mise en application le 25 mai, donc autant dire demain, c'est vendredi. Et donc, ça vise à protéger les données à caractère personnel des utilisateurs sur Internet. Du coup, c'est peut-être intéressant de donner la définition de ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel. Oui. C'est vraiment tout type de données qui permet d'identifier directement ou indirectement un individu sur Internet. Donc, ça va compter des données vraiment spécifiques comme son nom, son prénom, son adresse mail, son numéro de téléphone, etc. Aussi des données de géolocalisation, des données démographiques, et puis des datas vraiment purement numériques, type adresse IP, clic, visite, like sur les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est vraiment un règlement qui va impacter tous ceux qui gèrent, manient, stockent des données sur Internet. D'accord. Et alors, du coup, est-ce que, par exemple, dans WordPress, est-ce qu'il y aurait des choses à faire avec la nouvelle version? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été implémentées et qui vont dans ce sens? Ouais, tout à fait. Alors, on peut parler notamment de ce que fait la loi, parce que là, je vous ai dit que ça visait sa finalité finalement. Mais je vais vous dire en quoi, ce que ça met vraiment en application. Il y a vraiment 3 volets au RGPD. D'une part, il y a vraiment l'amélioration du consentement de l'utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur doit être au courant du fait qu'il partage ses données personnelles à tout moment, à tout point de contact avec le site web. Il y a aussi l'amélioration de la sécurité des données. Il faut vraiment que les données des utilisateurs des sites web soient protégées de bout en bout, notamment contre des failles de sécurité. Et il y a également un 3e volet qui est que l'utilisateur doit avoir la main à tout moment sur ses données, c'est-à-dire qu'il est en droit de demander au gérant du site web de rectifier, de modifier ou de supprimer ces données, voire de les récupérer en fait sous un format qui sera lisible par un logiciel bateau, quoi. Donc par rapport à ça, effectivement, il y a pas mal de choses qui sont impactées sur WordPress, sur un site WordPress quel qu'il soit. D'une part, il va y avoir tout ce qui est formulaire de contact. Donc, sur les formulaires de contact, c'est là où on va avoir le plus de moments où on va partager des données personnelles, des adresses mail en échange d'un téléchargement d'un contenu, un numéro de téléphone en échange d'un message envoyé
à l'administrateur du site web. Donc, par rapport à ces formulaires, il va falloir absolument rajouter des cases à cocher pour vérifier le consentement de l'utilisateur. Ces cases à cocher, ça va être des cases qu'on voit assez communément en fait déjà sur le web, sur des formulaires basiques qui sont « j'accepte la politique de confidentialité de ce site » ou « j'accepte les conditions générales d'utilisation de ce site ». Évidemment, dans ces conditions d'utilisation ou dans cette politique de confidentialité vont devoir apparaître pas mal d'éléments supplémentaires pour assurer que l'utilisateur soit au courant, numéro 1, de qui manie ces données, numéro 2, de ce qu'on en fait, donc de la finalité de pourquoi on récolte ces données, et numéro 3, de tout ce qu'il a le droit de faire avec ces données, c'est-à-dire les récupérer, les modifier, les supprimer, comme j'ai pu le dire avant. Donc voilà un élément qui va être extrêmement impacté. C'est vraiment celui qui va le plus être touché. Sinon, évidemment, quand on parle de formulaire, on parle aussi de commentaires WordPress. Donc ça, sur les commentaires, il va falloir absolument que l'utilisateur soit au courant on va garder ces données pour que la prochaine fois qu'il commente sur WordPress, on lui affiche directement son gravatar, son adresse mail, etc. Et puis, va y avoir toute une partie sur la récolte du consentement en termes de cookies aussi. Donc les cookies, moi je les utilise au quotidien, ça va être le retargeting, le Facebook Pixel, etc. Ça va être absolument nécessaire maintenant de mettre un bandeau de consentement, de récolte du consentement des cookies. Compliqué. Et donc voilà, il faut vraiment faire attention à ces éléments. WordPress n'affiche pas le commentaire, hein. Enfin le email, tu vois, tu l'as dans le back-office, mais il n'est pas en front-office. Ça marche. Je précise que je ne suis pas spécialiste WordPress. Non, mais je préfère le dire parce que c'est spécifié vraiment dans chaque message de commentaire que justement, il ne sera jamais affiché. Donc, fais attention à... Enfin, je préfère être précis sur ce point. Mais effectivement, l'administrateur voit tous les emails en fait, de ceux qui laissent des commentaires. Et sinon, l'image, en fait, le gravatar, en fait, c'est pas lié à notre site, c'est lié au compte gravatar. Donc, si tu t'associes une image à une adresse email, du coup, le lien se fait automatiquement. Mais c'est pas nous qui stockons l'image sur le site, en fait. À ce sujet-là, il y a vraiment aussi quelque chose qui va devoir être pris en compte. Là, tu es en train de me parler d'un site tiers, en fait, qui manie des données qui sont en rapport avec ton site. Et ça, c'est extrêmement important aussi de le dire. Du point de vue du RGPD, en fait, l'entreprise ou celui qui gère son site web, en fait, est autant, on va dire, impacté par rapport aux sanctions qui peuvent être mises en place derrière par la CNIL, que ses prestataires externes. Donc, ça peut être les plugins. Si les plugins ne sont pas conformes au RGPD et que l'entreprise les utilise, elle va également être responsable. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Il faut vérifier vraiment à qui on donne les données de ses utilisateurs. Donc, en l'occurrence, le gravatar, pour le coup, je pense qu'on est safe là-dessus parce que c'est quand même un outil très, 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 très utilisé et totalement lié à WordPress, en fait. Mais tout ce qui est plugin, il va falloir vérifier qu'ils sont bien conformes à tout ça. Ça, on peut le trouver assez facilement dans la documentation officielle, tous les plugins. La plupart des grands se sont déjà mis à jour. On peut penser à WooCommerce, on peut penser à Contact Form 7. Je sais qu'OptinMonster va le faire, bref. Mais alors, si par exemple, moi, j'ai rencontré des personnes qui n'étaient pas spécialement au courant du RGPD, et si moi, je suis prestataire et que j'ai fait un site pour un client, que je ne le préviens pas de cette nouvelle loi, est-ce que c'est moi qui suis responsable ? Tout à fait. Les deux parties sont responsables et risquent les mêmes sanctions. Donc, c'est des sanctions qui sont extrêmement fortes, hein. Il faut le rappeler, c'est des sanctions qui peuvent aller, si je retrouve un peu la docu, ça peut aller jusqu'à 10 millions d'euros et 2% du chiffre d'affaires mondial. Donc, c'est énorme. Attention, il faut quand même pondérer ça, c'est que là, on parle des gros groupes internationaux qui font une grande partie de leur chiffre d'affaires dans d'autres pays que la France. Donc voilà,
juste pour rebondir pour l'histoire, la question de Grégoire, c'était que est-ce que nous on avait tu parles de tes anciens clients, je pense, ou des projets en cours. Nous, ce qu'on a comme rôle en tant que professionnel, c'est un devoir de conseil. Donc, on peut les alerter sur le fait que, voilà, les anciens clients, attention, il y a une nouvelle réglementation. Après, la prestation étant terminée, tu n'as aucune obligation, une fois que le truc a été livré. Pareil pour la maintenance, c'est pas parce que tu as un site en maintenance que tu dois forcément le mettre sur les rails par rapport au RGPD. Mais par contre, tu dois, pareil pour aussi les projets en cours, si tu as une prestation, ce qu'il faut juste montrer aux législateurs, c'est que tu es dans une démarche de mise en conformité. Voilà. Et que tes clients t'aient fait un devoir de conseil en les alertant. Oui, tout à fait. Il faut aussi, effectivement, il y a des éléments rassurants à tout ça. Je pense que l'objectif principal actuellement, c'est de montrer patte blanche à la CNIL, de montrer qu'on a voulu faire au mieux. Et avec les prestataires, c'est à peu près la même chose. Enfin, quand on se positionne en tant que prestataire, il faut absolument revoir ses contrats, selon moi, avec ses clients pour bien montrer que on n'est pas forcément responsable du stockage de ces données ou du traitement de ces données ou du maniement de ces données. Si on l'est, il faut vraiment expliciter en quoi on l'est, c'est-à-dire où est-ce qu'on stocke tout ça, qu'est-ce qu'on met en place pour assurer la sécurité des données, quels sont les outils externes potentiels qu'on utilise, etc. Mais l'objectif principal, c'est vraiment de se mettre en conformité et de montrer patte blanche. Alors, est-ce que ça veut dire que, par exemple, la sécurisation des données, tu parlais du serveur, est-ce que ça suppose qu'on devrait être forcément en HTTPS? Parce que si tu laisses un commentaire et que la connexion n'est pas cryptée, du coup, tout passe en clair. Donc, il y a un certain risque au niveau des données transmises. Oui, tu as une obligation, okay. Ça va avec. Tu dois pouvoir sécuriser les données à partir du moment où la personne te les laisse et l'endroit où tu vas les stocker. Après, là, on parle de site web, mais ça impacte tout le fonctionnement. Un post-it sur lequel tu aurais mis un numéro de téléphone, tu rentres dans le cadre du RGPD, en fait. Ton propre téléphone dans lequel tu vas stocker éventuellement des contacts perso ou professionnels, tu rentres aussi là-dedans. Donc, il faut que tu t'assures même que ton téléphone portable soit sécurisé, que n'importe qui ne puisse pas y accéder, etc. Waouh! Si par exemple on peut voir dans le domaine médical, toi je suis allé discuter avec des ostéopathes la dernière fois, ils ont des fiches Bristol sur lesquelles ils notent le nom des patients, l'historique de leur visite, etc. Ça rentre dans le cadre du RGPD. C'est comment tu t'assures que cette donnée-là, elle va pas être lue par la femme de ménage ou n'importe qui dans le cabinet, quoi. Voilà, donc il faut voir le site web. Nous on va parler de WordPress, du digital, mais ça a quand même beaucoup plus de choses. Et pour revenir sur le consentement, en fait, c'est pas nouveau. Hein. La CNIL depuis des années impose de ne pas avoir de case précochée avec je m'inscris à la newsletter ou autre. Là, en fait, maintenant il y a une notion de consentement éclairé, en fait. Où, en fait, il faut pas qu'il y ait d'interprétation possible sur la phrase ou de double sens ou autre. Il faut que ce soit vraiment très explicite. Donc en gros, il faudrait mettre et puis tu peux avoir de doubles phrases. Par exemple, des fois tu peux avoir je m'inscris à la newsletter et je souhaite avoir des informations de mes partenaires, par exemple. Là, tu dois avoir deux cases. Je veux m'inscrire à la newsletter et j'accepte de recevoir des informations des partenaires. Tu peux pas avoir les deux en même temps. Et puis tu dois expliquer combien de temps tu vas utiliser la donnée, de la conserver, etc. Alors d'ailleurs, je crois que la nouvelle mise à jour de WordPress propose, j'ai pas encore testé, propose un texte tout prêt, si j'ai bien compris, que tu pourras intégrer dans ton site à une page. Alors, c'est JB qui aurait dû nous parler de ça. Oui. Mais JB, depuis tout à l'heure, je suis en train de me battre avec lui pour qu'il arrive à se connecter. Et a priori, il y a toujours des difficultés. Donc, je vais essayer de le. À part Thierry, tu voulais peut-être dire deux mots sur la version? Ce qui est impliqué WordPress, ce que WordPress intègre maintenant, c'est qu'il y a quand même une série de hooks et de fonctions qui vont permettre quand on est développeur ou pas, de pouvoir rentrer dans le cadre du traitement de la donnée personnelle pour éventuellement la crypter ou autre dans la base de données. Ce qu'intègre la nouvelle version, la 4.9.6, qui est sortie là, il y a 2 jours là. C'est une nouvelle rubrique confidentialité qui permet de faire un lien vers une page et propose aussi de créer la page
on va dire quoi, de politique de confidentialité, c'est la charte. Oui. Et par rapport à la gestion des commentaires, il y a aussi des. Tu avais relevé d'ailleurs 2-3 trucs, je crois, qui t'avaient impliqué là-dessus. Ouais. Ouais, voilà. Mais en fait, oui, il y a. Alors, ce qui est pas mal, parce que moi, donc, j'avais relevé 2-3 trucs effectivement, mais je l'ai mis à jour sur mon site. Je suis en 4.9.6 sur mon site. Et ce qui est intéressant dans cette version, malgré tout, enfin, ce qui est intéressant tout court, c'est que en fait, il te propose un modèle de texte qui explique bien notamment ce sur quoi avait alerté un peu Léonore tout à l'heure sur notamment les services tiers qu'on peut être amené à utiliser en tant que site WordPress, notamment Gravatar. Donc il y a une mention qui est faite dans cette politique, enfin ce qu'ils appellent la politique de confidentialité sur qu'est-ce qui est échangé avec Gravatar. Et il y a une mention également enfin, il y a un exemple de texte qui est fait pour tout ce qui va être les services tiers qu'on peut utiliser pour automatiser la modération des commentaires et en tout cas se protéger contre malheureusement les spammers qui sont très désagréables. Et donc là derrière, en fait, on voit qu'il y a effectivement donc Gravatar, le le service de WordPress pour être reconnu automatiquement avec son email et avoir une image de profil, et Akismet qui permet justement de repousser les commentaires identifiés comme spam. Donc il y a des mentions là-dessus par rapport à ce que disait Éléonore, et effectivement, ils reviennent dans ce texte sur le fait que le site est susceptible de récupérer des commentaires, qu'ils ont la possibilité de décocher ou cocher la sauvegarde de cookies pour ces commentaires, pour être connus la prochaine fois qu'ils vont commenter sur le site. Et puis, si je me souviens bien, et il y a également des éléments important sur la possibilité d'extraire en fait des données pour les communiquer à la personne. Donc ça fait réponse, je pense, à un des droits inclus dans le règlement général de protection des données, c'est-à-dire que tu dois pouvoir porter les données un petit peu partout. Et aussi, il y a la possibilité de supprimer les données personnelles. Donc, il y a une interface d'export et de suppression de données personnelles, qui font toutes les deux référence. Je pense, je sais pas si on a parlé des droits parce que j'étais un peu dans le stress avec JB, mais les nouveaux droits qu'amène en fait le RGPD par rapport à la loi de 1978. Je sais plus quand est-ce qu'elle a été revue d'ailleurs, mais ça a introduit de nouveaux droits, ce règlement européen. Vous m'aidez là-dessus? On en a parlé, ouais. Ah, vous en avez parlé, bon, c'est Non, parfait. Ah. Démerde-toi, non. Ah merde. Bon. Et donc voilà. Donc voilà ce qu'il y a dans WordPress. WordPress permet de faire de la demande justement d'avoir accès à ces données et de pouvoir les supprimer. Et puis effectivement, il y a des fonctions qui ont été créées pour simplifier la vie aux développeurs d'extensions ou de thèmes, avec la possibilité d'avoir un template un template tag pour afficher automatiquement la politique de données, le lien vers la politique de données dans le footer par exemple du site, et dans l'interface de connexion, tu as de rajouter le lien vers la politique de données également. Oui, puis ça permet à toutes les extensions type WooCommerce, Gravity Forms, enfin tous les plugins en fait qui vont se greffer sur WordPress, d'aller utiliser ces fonctions-là et permettre d'identifier ce qui est une donnée personnelle ou pas. Ouais. Et je me demande s'ils peuvent. Je crois, c'est dommage que JB soit là. Je vais lui demander, mais il me semble que il y a des hooks pour intégrer de nouvelles
de nouveaux textes, d'exemples, tu sais, pour mettre à jour ta politique de confidentialité. Je pense, il me semble que j'ai vu ça. C'est-à-dire que WooCommerce, si tu as activé WooCommerce, par exemple, tu peux avoir WooCommerce va pouvoir générer un paragraphe de ta politique enfin un modèle de paragraphe de ta politique de confidentialité, mais je vais redemander à JB du coup par Slack parce que ça merdouille. Voilà, je vous laisse. Après, il faut pas non plus flipper. Alors, c'est vrai qu'on Ouais, s'il te plaît, Thierry, rassure-nous un petit peu. non, parce que bon, ok, il y a la date du 25 mai. Après, bon, ça fait quand même plusieurs mois qu'on en parle. Mais moi, quand j'interroge des prospects ou des clients, quasiment 100% n'ont jamais entendu parler de ce truc-là, quoi. Ouais, c'est ça qui Euh, j'ai remarqué aussi. Et donc, quand on parle en plus dans des entreprises de sites web, là, on va parler donc inscription à newsletter ou des formulaires de dépôt de commentaires, formulaire de contact, demande de devis, bon, des choses un peu classiques. Mais pour certaines entreprises, ça veut dire CRM, ça veut dire ERP, ça veut dire et donc ça veut dire aussi des solutions qui, elles, pour le coup, ont décidé de soit ne pas faire l'effort. Donc il y a même, je crois, il y a même un plugin ou un fichier JavaScript qui te permet de mettre sur ton site web de rejeter tous les gens qui viennent de l'Union européenne et de dire bah, cassez-vous, on vous veut comme client. Il y a certaines plateformes qui ont même décidé du coup de plus prendre de clients européens. Donc c'est à dire que voilà, donc si on utilise Mailchimp, Salesforce ou je sais pas quel autre type de solution, il faut quand même s'assurer que derrière ce soit compatible. Voilà. Ah ben, Mailchimp, ils ont fait un gros boulot, hein. Ils ont vraiment écrit en plus les articles en français. Ils ont mis à jour tous leurs formulaires. Ils ont prévu un mailing de relance aussi pour confirmer que les gens veulent vraiment continuer à être inscrits sur la liste. Non, ils ont vraiment joué le jeu. Après, ça n'empêchera pas le spam de bourrin qu'on subit depuis plusieurs semaines, là, parce que j'ai l'impression qu'on avait 5 listes offertes pour une achetée en ce moment là sur les listes de mails, parce que vu comme ça spam à tour de bras pour tout et n'importe quoi, ça n'empêchera pas ça. Donc le seul truc, c'est qu'à un moment donné, par rapport à l'ancienne réglementation, c'est que maintenant on peut avoir des recours en justice, soit, mais bon, est-ce que tu vas faire une procédure en justice parce que tu as reçu 3 spams d'un plombier de la commune d'à côté, quoi. Donc je pense que ça restera quand même le Far West autour de ça, et que dans tous les cas, la CNIL n'aura jamais les moyens humains de contrôler tout le monde. Donc je pense que c'est quand même une bonne chose que d'intégrer ces process, d'avoir une bonne santé par rapport à la donnée personnelle, parce que on va dire que déjà ça permet, tu vois, par exemple sur certains clients, on a mis en place des questionnaires pour dire voilà, bah, sur ce formulaire-là, on liste tous les champs qui sont utilisés, qui contiennent des données personnelles, et après on va voir où ils sont utilisés et dans quel cadre et combien. Voilà. Et en fait, par exemple sur le formulaire de newsletter, on demandait nom, prénom, adresse email. En fait, on se rend compte que le nom, prénom, on peut l'enlever. Alors on va dire oui, mais c'est mieux de personnaliser le mail. Bonjour monsieur machin. Oui, peut-être que c'est mieux, mais est-ce que finalement c'est nécessaire? Bon, pas forcément. L'adresse mail, on a absolument besoin parce que bon, on va envoyer une newsletter, on n'a pas le choix. Mais derrière, donc ça permet aussi d'assainir un petit peu tout ça et de dire bon voilà, on garde vraiment que le strict nécessaire. Tu voulais ajouter quelque chose, Éléonore? Surfer un peu sur cette vague et rajouter des éléments rassurants. Déjà, j'ai été en lien avec un responsable des données d'une entreprise que j'aime particulièrement, que je ne citerai pas, et qui m'a expliqué que la CNIL, en fait, avait seulement une poignée de personnes qui vont se charger de vérifier tous les sites. Donc, clairement, je veux pousser les gens à se mettre en conformité parce que c'est une nécessité, mais il faut être détendu là-dessus. Le 25 mai, il ne va pas y avoir 400 personnes à la CNIL qui vont chercher à nous épingler tout de suite. Et puis d'autre part, il faut aussi voir le RGPD comme une véritable opportunité pour les développeurs WordPress, les agences WordPress, les marketeurs comme moi, de crédibiliser notre métier en fait, de montrer qu'on est à la page, de montrer qu'on est vraiment du côté de la législation et qu'on fait tout pour fournir des services de qualité à nos clients. Donc c'est ce que je voulais rajouter. Oui, je pense que globalement, c'est plutôt positif, hein. C'est vrai que ça fait paniquer un peu tout le monde parce que ça change toute la donne, mais en même temps, moi-même, si je communique par des listes, je suis aussi soucieux de comment sont gérées mes données. Donc, on est tous concernés. Oui, tout à fait.
À partir du moment où on a une stratégie marketing saine, qu'on harcèle pas les gens en permanence et qu'on donne du contenu pertinent, je veux dire, voilà. Par contre, tous les marketeurs à 2 balles là, qui cherchent absolument à faire de la liste de mails à tour de bras et à collecter du mail, vont dire bon voilà, derrière, je pense que c'est clairement ceux-là qui sont visés aussi. Et puis il faut pas se cacher que cette loi-là, elle a été aussi faite pour combattre les fameux GAFAM là, Google, Amazon, Facebook et compagnie, qui avait une politique par rapport à la donnée personnelle un peu violente. Ceci dit, quand on regarde un peu les changements dans leur réglementation, ce qu'ils ont changé dans leurs conditions générales, maintenant ils mettent clairement qu'on va utiliser vos données pour les pour les ventes, pour les trucs. Donc la seule solution, si tu es contre, c'est de te casser de Facebook ou de Google. Donc voilà. Cassez-vous. Donc non, mais finalement, ça les a pas trop impactés parce qu'ils ont dit oui, on va écrire clairement ce qu'on fait et ce qu'on va faire de vos données. Après, ça me fait rire les gens qui pleurent parce que du coup maintenant ils utilisent leurs données. Quand on voit combien coûte un serveur ou un truc comme ça, il faut pas s'étonner que Facebook étant gratuit, forcément, ils utilisent les données. Enfin, c'est un secret de polichinelle. Alors JB est en moto, non? Il nous a rejoint. Ouais, salut à tous. Salut. À toutes et à tous. Eh ben, je suis content que tu aies pu te connecter. Quelle galère, mais en fait, il y a un orage entre l'Ardèche et Paris. C'est tout, c'est comme ça. Ouais, il faut croire, ouais. Bonsoir tout le monde. Donc j'ai un peu dit ce qu'on allait avoir dans WordPress, mais c'est bien que tu nous refasses peut-être un rappel du coup, et Jean-Baptiste m'a confirmé qu'effectivement il y avait des hooks pour pouvoir, pour permettre aux extensions d'enrichir l'exemple de texte de politique de confidentialité. Voilà, mais bon, voilà, vas-y. Du coup, je sais pas ce qui a été dit jusqu'à présent, mais dis-nous ce qui va se passer dans WordPress 4.9. Enfin, ce qui se passe. On peut le dire en 2 mots, ce qu'on a échangé. On a parlé en fait de plus des implications de la loi et de ce qui allait changer dans le rapport aux utilisateurs, dans WordPress et dans les extensions, pas simplement dans WordPress. Voilà. Ok. Du coup, par rapport à ça, en fait, c'est le RGPD, du coup, le GDPR. C'est quelque chose qui a été anticipé il y a à peu près 2-3 mois par l'équipe chargée de maintenir le cœur WordPress. Et du coup, 4.9.6 est une version mineure, une grosse version mineure, on va dire, qui du coup, effectivement, a pris en charge, on va dire, le minimum vital pour pouvoir être en conformité. Minimum vital parce que tout n'est pas dans 4.9.6. 4.9.7, donc la prochaine version mineure, du coup, va être chargée d'amener la suite. Qu'est-ce qu'il y a du coup là-dedans? En fait, il va y avoir la possibilité du coup, effectivement, de monter une page de politique de confidentialité. Ça, c'est déjà en place. Les extensions, donc les éditeurs peuvent se plugger dessus pour pouvoir ajouter leur propre message, leur propre texte en fait, dans cette politique de confidentialité. Et on va avoir la possibilité du coup de récupérer tous les user data, donc les données utilisateurs, en fait, les données privées liées à une adresse email d'un utilisateur enregistré ou non sur WordPress. Donc ça, c'est ce qui est en place maintenant. Maintenant, du coup, l'équipe cœur, comme toujours, en fait, se repose sur les éditeurs d'extensions pour pouvoir amener finalement les fonctionnalités supplémentaires qui sont liées, par exemple, typiquement au formulaire de contact qu'on peut utiliser sur un site, etc. Tout ça, ça ne relève pas du cœur en tant que tel. C'est, comme on dit, plugin territory. C'est le territoire des extensions et pas du cœur. Alors, Jean-Baptiste, par rapport à ce que tu disais, parce que ça, je pense que c'est important, tu parlais que donc WordPress intègre la fonctionnalité où on peut récupérer ces données. Est-ce que les extensions pourront se greffer sur cette fonctionnalité? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, il y a un très bon exemple par rapport à ça, c'est WooCommerce, qui du coup permet de générer des utilisateurs qui sont un petit peu différents des utilisateurs par défaut parce que c'est des clients. Ils ont des commandes rattachées, ce genre de choses. Voilà. Et du coup, tout ça, c'est stocké en user méta, en fait. Donc, c'est des métadonnées utilisateurs qui contiennent du coup un certain nombre de données personnelles. Et tout ça, en fait, ça va pouvoir être récupéré directement par le cœur WordPress pour pouvoir exporter ou supprimer ces données dans la mesure où l'extension ou le plugin, du coup,
va utiliser en fait les fonctionnalités, les fonctions en fait PHP du cœur WordPress. Et WooCommerce bien sûr les utilise évidemment. Enfin, si l'extension n'utilise pas le profil, enfin quoique, ton site WooCommerce, quand tu as un système de membership, il me semble que tu as un autre profil qui est pas simplement le profil classique de WordPress. Il me semble. Hein. En fait, plus. Non, c'est la même chose, toi, d'après toi, Thierry? Tu utilises les users la table des users, enfin le user API. Ouais, sauf que ça ne s'affiche pas dans le profil, il me semble. Mais ça doit... Ou alors il le masque, c'est possible. Oui, en fait, le truc par rapport à ça, c'est que à partir du moment où c'est les tables, les deux tables, en fait, user meta et user qui sont utilisées dans WordPress, donc au niveau de la base de données, on est bon. Okay. Si effectivement une extension va créer une nouvelle table et va faire les choses à sa sauce et pas à celle de WordPress, finalement, ben là, du coup, effectivement, ça va plus pouvoir matcher. Mais la plupart des extensions utilisent les tables existantes, au moins pour la gestion des utilisateurs. Hein, donc, BuddyPress, WooCommerce, voilà, ça fonctionne très bien, pas de souci. Ok. Il faut garder aussi en tête que la réglementation est un petit peu laxiste ou bâtarde, ou je sais pas comment on pourrait dire, mais c'est parce que en fait elle tient compte aussi du fait que on a quand même besoin d'avoir de la donnée, quoi, et que on peut pas non plus supprimer comme ça parce que la personne elle a passé sa commande et que après sa commande elle dit tiens je veux tout supprimer. Derrière tu peux avoir par exemple une garantie et que si tu n'as pas la donnée de la personne, son adresse, ses coordonnées, tu dis bah tiens comment tu peux faire jouer la garantie ou assurer un suivi derrière la vente. Donc aussi t'as des impératifs qui font que tu peux t'affranchir de ça et que donc après tu peux très bien dire que voilà la donnée elle est conservée. Par exemple on va prendre le cas de la maintenance comme un sujet que connaît bien JB, la maintenance des sites web. Tu peux très bien dire voilà la personne te donne des données par rapport à son site web. Une fois que le contrat est terminé et qu'elle le renouvelle pas, bah tu peux dire bah tiens une fois qu'on a passé un certain délai de tolérance pour dire bah, on laisse le temps, je sais pas, un mois à la personne éventuellement de se souscrire un contrat, bah derrière tu supprimes tout quoi. Les hébergeurs, par exemple, tu prends ton nom de domaine, tu vas voir là tout ce qui concerne les WIS, qui est le propriétaire, le gestionnaire administratif, technique ou autre. Tu peux dire, voilà, la personne, elle met dans ses conditions et dans ses process que une fois que le domaine a été non renouvelé et qu'on a passé un certain temps de tolérance, on va dire d'un mois, pareil, toutes ces données-là seront scratchées et complètement, quoi. Par contre, tu vas dire au niveau de la compta, à un moment donné, tu es obligé quand même de conserver un historique, tes factures, tu vas pas aller anonymiser toutes les factures parce que tu as aussi des obligations légales qui te disent il faut qu'on conserve pendant je sais pas combien d'années les factures. Donc tu vois, c'est quand même pas tout. Et notamment sur ce sujet, Thierry, il me semble qu'il y avait eu aussi une législation qui avait un petit peu effrayé justement les utilisateurs de WooCommerce sur le fait de garder trace des factures. Je sais plus, c'était une législation sur les logiciels de comptabilité. Non, oui. C'est par rapport à la TVA, ouais. Et du coup, effectivement, il y a qu'est-ce qui on a bien défini ce qui relevait de les informations comptables relèvent de pas de la RGPD. On peut mettre des adresses sur une facture, quoi. Je veux dire, on peut mettre un nom, un prénom. Bah, l'exemple flagrant, par exemple, c'est l'adresse IP. Tu vois, ouais. On va prendre l'exemple de l'adresse IP. Tu as la réglementation antiterroriste, je ne sais plus comment on l'appelle en France, là, qui dit que, au niveau des hébergeurs, maintenant, ils doivent, par exemple, conserver plus longtemps les traces de qui est venu sur un site, les trafics, etc. En tant que gestionnaire de site internet, tu dois aussi te dire, bah, tiens, j'ai besoin de conserver des logs. Je vais pouvoir garder pendant un certain temps des logs pour savoir ce qui s'est passé sur mon serveur, juste pour des contraintes techniques, parce que tu as besoin de savoir si un programme a tourné ou pas, s'il y a eu une erreur ou autre. Et puis pour des problématiques purement de sécurité, de savoir, bah, tiens, pendant un piratage, j'ai besoin de savoir qui est venu et d'où. À côté de ça, tu as les commentaires où tu veux dire, bah, là, tu as besoin peut-être de géolocaliser le commentaire pour savoir d'où vient la personne. Bah, là, tu peux dire, bah, est-ce que dans le cadre des commentaires, j'ai vraiment besoin de l'adresse IP? Voilà. Donc en fait, en fonction du contexte, tu as des données que tu vas pouvoir dire qui sont absolument nécessaires et que dans tous les cas, tu as même une obligation légale d'un côté de les conserver. Et puis de l'autre, tu as juste du confort. Par exemple, moi, je sais que j'aime bien avoir sur les leads entrants dans les formulaires de savoir d'où vient la personne. Ça me permet de la localiser par rapport à sa ville, sa région ou son pays. Ça permet d'adapter ton discours ou ton approche ou même de pas du tout répondre au client parce que tu vas dire, ce mec-là, il est à l'autre bout de la planète, c'est pas un client que je vise, je
je donne pas suite. Ça, maintenant, ça devient limite. Tu pourrais même pas. Voilà, il faudrait que tu le mettes. Donc, Oui. au moment où la personne remplit le formulaire, que on va utiliser son adresse IP pour la localiser afin de lui offrir un service plus adapté. Je pense que c'est ce que disait Léonore tout à l'heure. Il faut être, enfin, ce que je recherche à la loi, c'est plus de transparence pour les utilisateurs. Et donc, si on dit ce qu'on fait des données, qui sont les personnes investies dans le traitement des données, et si en plus les personnes qui sont dans le traitement des données sont dans l'Union européenne, on n'a pas trop tort, quoi. On n'est pas trop dans le mauvais. Ouais, mais disons qu'on fait tellement de choses Léonore, avec... vas-y, Léonore, vas-y. Tu nous parles de transparence vis-à-vis des utilisateurs, Oui. mais il y a également la transparence vis-à-vis de la CNIL qui peut être intéressante et qui répond en fait à cette problématique. Il faut également, normalement, selon le RGPD, mettre en place un registre interne de ce qu'on fait des données, c'est-à-dire de qui les manie dans notre entreprise. Donc, si on est freelance, c'est nous-mêmes, de pourquoi on les garde et combien de temps on les garde. Donc, à ce moment-là, si tu as besoin de garder une adresse postale pour faire ta compta derrière pendant 10 ans, puisque tu peux être après inspecté pendant 10 ans pour ta boîte, tu peux l'écrire dans ton registre. Et donc, le moment où la CNIL va venir te voir en essayant de te taper sur les doigts et en te disant tu n'as pas le droit de garder cette information car l'utilisateur a souhaité la supprimer, tu vas pouvoir dire oui, mais c'est inscrit à mon registre que j'ai besoin de garder cette information. Absolument, Ouais, tout à fait. et puis il y a une autre nuance aussi, c'est que en fait il faut s'assurer que la donnée va être utilisée par la personne qui a habilité à utiliser cette donnée-là. Je m'explique. Un formulaire de devis sur ton site, donc une demande de devis, elle va être traitée par la personne qui est en charge du commercial dans l'entreprise. En règle générale, il faut que tu t'assures que l'endroit où va être stockée cette information-là, elle sera pas accessible par un développeur ou par ton directeur artistique ou ton stagiaire. Donc, c'est-à-dire que même au sein des entreprises, c'est vraiment des process importants, quoi. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure des CRM, des ERP ou autres, mais c'est même au sein de ton entreprise, tu dois t'assurer que la donnée, elle doit être utilisée vraiment dans le contexte. Donc, la personne, elle t'a donné un consentement pour l'utiliser dans un certain cadre. Il faut que tu t'assures que les gens qui vont consulter ces données-là soient habilités à le faire, quoi. Et donc, tout à l'heure, on disait que il fallait expliquer aux gens du coup ce qu'on allait faire et obtenir leur consentement sur l'utilisation des données. Le gros risque qu'il y a, et Léonore en a parlé un peu tout à l'heure, c'est de se retrouver avec des placards de texte, parce qu'il faut éviter de faire un renvoi vers la politique de confidentialité en disant allez voir le chapitre 12-24 de nos conditions générales, machin, tout ça. Non, il faut que ce soit vraiment mis à l'endroit où on saisit la donnée, et donc on va se retrouver avec des risques d'avoir énormément de textes que les gens vont pas lire, et on va se retrouver avec le phénomène bandeau-CNIL où les gens vont cliquer partout, oui, et puis finalement, donc je pense que, comme disait Léonore tout à l'heure, c'est intéressant, c'est que ça permet peut-être de c'est pratique et dire bon, voilà, on va vraiment viser que le strict minimum parce que sinon ça va pourrir et on va se retrouver avec du texte partout. Donc voilà, essayons d'assainir nos process, mais dans tous les cas, ça va poser des problèmes, au-delà des problèmes juridiques ou autres, ça va poser des problèmes d'interface, d'accessibilité du contenu, c'est de SEO parce qu'on met du contenu qui n'a rien à voir sur des pages, voilà, c'est quand même hyper complexe, quoi. Bon, et Jean-Baptiste, tu avais quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, par rapport à ça, effectivement, je pense que la responsabilité du coup des entreprises concernées par le RGPD, c'est-à-dire toutes les entreprises, en fait, finalement, tout le monde, c'est aussi effectivement de savoir pourquoi on récupère des données et qu'est-ce qu'on veut vraiment en faire. En fait, finalement, récupérer des données pour des données, par exemple, typiquement, voilà, sur un formulaire de contact, on n'a pas besoin forcément du téléphone de la personne, ou si on en a besoin, c'est peut-être dans un but particulier. Et plutôt que ne pas se poser de questions et mettre ce champ obligatoire, on va peut-être commencer à se poser la question de est-ce que vraiment on a besoin de ces données-là. C'est intéressant déjà. Après, je suis d'accord avec Éléonore et Thierry sur le fait que, enfin, c'est pas, je suis d'accord, c'est qu'on n'a pas le choix d'ailleurs, sur le fait que effectivement les entreprises doivent se responsabiliser par rapport à ça et surtout en interne bien faire attention à qui manipule ces données. Voilà, les entreprises aujourd'hui ont l'obligation du coup de mettre en place du coup un délégué à la protection des données. Ça peut être la personne elle-même ou ça peut être un salarié, etc., etc. C'est des choses en fait qui sont plutôt saines quelque part finalement parce qu'on manipule et Thierry parlait de la maintenance, mais toute entreprise qui a des clients manipule énormément de données
personnel. Et quelque part, tout ça est plutôt sain. Hein. Maintenant, effectivement, c'est une contrainte pour nous. Voilà, il y a un meet-up demain sur Valence, là, par chez nous, sur le RGPD, où la personne qui a commencé sa conférence, fait l'introduction de sa conférence en disant que la bonne nouvelle du RGPD, c'est que les entreprises ont 2 ans pour se mettre à jour. La mauvaise nouvelle, c'est que ces 2 ans, ils expirent le 25 mai 2018. Donc, non, mais en fait, c'est pas mal comme introduction parce que tout ça, ça tombe pas du ciel, là, maintenant, tout de suite, par surprise, en fait, finalement. Ça fait longtemps ça fait 2 ans que ces lois, elles ont été mises en place. Et finalement, c'est une période de 2 ans qui arrive à son terme. Et je pense qu'il y a eu un petit souci d'anticipation par rapport à ce qu'allaient faire ces lois. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve à moins d'une semaine de la date limite. À se demander quoi faire. Il y a aussi un gros problème de communication, c'est que se cacher derrière le fait que nul n'est censé ignorer la loi, bon, c'est bien pratique, mais là, on a pléthore d'articles qui sortent depuis quelques semaines ou quelques mois. Il y a 2 ans, tout le monde s'en tapait le coquillard de ce truc-là. Donc, oui. Non, mais là, tout le monde s'excite et puis il y a un gros côté opportuniste aussi où tout le monde se vend expert RGPD à tour de bras. Là. Il y a eu, je sais pas si c'est un fake ou autre, mais un exemple d'un avocat qui a envoyé à 400 personnes comme quoi il était capable d'accompagner les gens sur ces problématiques-là et qui a mis les 400 mails en clair. Donc voilà. Il y a un point aussi important, tout à l'heure on l'a pas abordé, c'est le côté sécurité. C'est que dans la réglementation, il y a une obligation de communiquer lorsqu'on se fait pirater en fait. Dans c'est hyper court, c'est les quelques heures qui suivent. 72 heures. Voilà, l'ensemble des personnes qui ont été impactées, donc pour qu'elles déjà soient informées d'un certain nombre de données ont fuité et qu'elles puissent prendre des précautions par rapport à ça. Donc du coup, ça c'était aussi pour combattre un peu. Il y a eu des histoires avec Yahoo, Uber, et puis d'autres plateformes qui ont attendu plusieurs mois, plusieurs dizaines de mois avant de communiquer sur ces fuites-là. Là maintenant, c'est tout de suite. Quoi. Donc il y a aussi une d'ailleurs, c'est marrant quand on va sur des plateformes comme ThemeForest ou d'autres. Par exemple, quand on regarde des thèmes, il y a très peu de security fix en fait dans les changelogs. D'avoir une politique saine sur la sécurité, dire on a corrigé un bug, on l'a patché, on a corrigé une faille, etc. On s'est fait pirater, maintenant on a appris, on a fait en sorte que ça arrive plus. Mais je pense que c'est bien aussi de le communiquer. Quoi. Tu veux ajouter quelque chose là-dessus, Éléonore ? Je pense qu'on a fait pas mal le tour de la question. C'est vrai qu'il y a un élément sur lequel on n'a pas assez insisté. Si vous maniez quotidiennement et massivement de la data, il faut vraiment nommer un DPO, un responsable de la protection des données. Et donc, tout à l'heure, Thierry en parlait un petit peu, mais je tiens vraiment à appuyer le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de conflit d'intérêts dans l'entreprise par rapport à ça, c'est-à-dire nommez pas votre directeur marketing DPO parce que le type va forcément vouloir envoyer une newsletter et dire le consentement, on verra plus tard, peu importe. Donc ça, les process internes, il faut vraiment, vraiment les revoir bien, histoire que si un jour la CNIL vous tombe dessus, vous soyez totalement prêt, vous ayez quelqu'un qui soit RGPD sur le bout des doigts, qui s'y connaisse et qui soit prêt à montrer patte blanche comme il faut. Il va falloir qu'on fasse un lexique, là, RGPD, DPO. Donc DPO, c'est Data Protection Officer. Ouais. Et qu'on traduit en responsable de la protection des données. Exactement. Ouais. Ok. Et après, il n'y a pas une obligation d'avoir ça sur des petites structures. Hein. Il faut avoir un référent. Enfin, en gros, je pense que c'est ce qu'il faut surtout avoir, c'est ce fameux registre d'avoir en permanence. Nous, maintenant, chaque fois qu'on livre un site web, on le fait. C'est qu'on prend tous les formulaires, toutes les données personnelles qui sont collectées, on les trace, on fait une fiche pour chaque donnée. Et puis au moins, la personne, elle sait un peu où ça va, d'où ça vient, ce qu'on en fait et où ça va. Et combien de temps donc déjà rien que de l'écrire, ça permet de l'expliquer, donc de faire mettre ces fameuses phrases de consentement, parce qu'on sait ce qu'on en fait. Et puis du coup, ça crée ce fameux registre.
alors là, on parle du site web, mais les registres, ça doit être sur toutes les données personnelles dans l'entreprise. Hein. C'est toute la RH, c'est la personne qui arrive à l'accueil, on note le nom sur un cahier. Enfin, c'est tout ça. Hein. Donc voilà. Il y a un autre point qu'on a survolé tout à l'heure, c'était le côté qui concerne la portabilité des données. C'est le fait de pouvoir prendre les données personnelles d'un système prestataire et de les transposer dans un autre système chez un autre prestataire. Je suis chez Spotify, j'ai ma playlist du WordCamp 2018 et je veux la mettre chez Deezer. Je veux pouvoir récupérer ça. Je pense que ça, c'est pas transposable à tout. On va pas dire je veux récupérer mes commentaires de la marmite pour aller me les mettre chez VP Formation, tu vois. Donc je pense qu'il faut relativiser un peu aussi ça, de dire que la personne éventuellement elle a accès à ces données et peut les supprimer, oui. La portabilité, je pense que y a aussi peu d'intérêt de dire je vais mettre mes commentaires ailleurs, que la personne les récupère c'est bien, mais après qu'elle aille les mettre dans un autre système, pour moi ça reste quand même un peu limite. Mais d'ailleurs, c'est pas prévu ça dans la 4.9.6, je crois pas. On peut exporter, mais on peut pas importer ce qu'on a exporté. Il n'y a pas de norme, il n'y a pas de fichier normé. Quelle est la norme? Est-ce qu'on non, mais oui, mais je veux dire d'un site WordPress à un autre, par exemple. On pourrait imaginer. En fait, tu peux t'as toujours pu, hein, en faisant exporter les utilisateurs, importer les utilisateurs. En fait, c'est des user meta, hein, les données personnelles finalement. Donc, mais alors, je crois pas que Thierry parlait. Tu parlais des données personnelles, juste Thierry? En fait, c'est la portabilité de ces données, quoi, des données. Alors c'est là où c'est un peu vague, c'est bah oui. Parce que tu dis les playlists, moi je pense à commentaires par exemple, tu vois, pour faire un équivalent. Ouais, mais ça n'a aucun intérêt d'aller porter un commentaire dans un autre système. C'est que c'est complètement crétin. Enfin, peut-être pas. Peut-être pas. Il est peut-être fier de son commentaire. Ouais, mais je veux dire, c'est que autant tu peux le comprendre dans un service, je sais pas, tu as ta liste de courses chez Auchan et tu vas faire ta liste de courses chez Carrefour, tu vas dire, tiens, je veux récupérer ma liste de courses éventuellement, quoi. Mais... Tiens, moi j'ai un exemple. J'ai été confronté à ce truc-là dernièrement. Alors, je sais pas si ce sont des données personnelles, quoique, peut-être quand même. Quand je cours, j'ai une montre qui prend ma position. Et donc ça, c'est un service qui est relié à Nike. Et j'ai demandé à Nike, est-ce que je peux avoir ces données-là? Est-ce que je peux avoir mes parcours? Au début, ils m'ont dit, bah non. Première réponse. Et deuxième réponse, après, quand j'étais un petit peu plus chiant, ils m'ont dit, si, il faut faire ça, etc. Est-ce que ça, parce qu'il y a quand même où j'étais à un moment donné, est-ce que ça, c'est pas de la donnée personnelle, par exemple? Ah bah, il y a même eu un gros problème avec les militaires américains et puis je sais plus dernièrement de l'ONU ou je sais plus quoi. Là. Enfin, des gens qui couraient avec leur montre dans le désert et en fait il y avait un service Strava ou je sais plus quoi qui permet de cartographier ça et puis envoyer des mecs faire des tours de pistes. En fait, ça dessinait les pistes aériennes, quoi. Alors qu'au milieu du désert, il y avait rien, quoi. Toi, quand tu regardes les cartes, les photos aériennes, donc les mecs ont dit, là, il doit sûrement y avoir des mecs en faction quelque part, et donc ils se sont fait un peu taper sur les doigts. Ouais. Donc oui. Après, pour dire voilà, tu peux très bien dire, tiens, je change, je passe de Nike à Garmin, et je veux récupérer mes parcours. Bon, ok, ça peut s'entendre. Je pense que tout n'est pas transposable. Après, je vous la discussion, hein, je me trompe peut-être. Hein. Mais après, c'est toujours pareil. Nike va te proposer ça dans quel format, tu vois? Est-ce qu'il va falloir créer des normes pour toutes les données? Il y a un format, hein, je crois que je sais plus ce que c'est GPX ou quelque chose comme ça. Enfin bon, bref, j'ai pu récupérer ces données, mais en fait, j'utilise toujours le service de Nike en passant par une autre montre, mais bon. Enfin, peu importe, c'était juste pour l'exemple, en fait. Mais, non, mais en fait, c'est un exemple intéressant, Mathieu, parce que c'est des données GPX, effectivement, et du coup, un point GPX, c'est un fichier normé cartographique qui contient tout ça. Et ce fichier, en fait, on pourrait dire que finalement, tout le monde s'en fout, on n'est pas des militaires en faction quelque part dans le désert, sauf que, en fait, finalement, ce fichier peut intéresser potentiellement ton assurance vie. Ou plein d'acteurs en fait comme ça qui sont liés à ta santé, combien de pas tu marches par jour, ce genre de choses. Et finalement, non, on est déjà dans la donnée personnelle et même dans la donnée, voilà, enfin qui
qui regarde que l'individu. Et donc, effectivement, il faut faire attention à tout ça aussi. Et c'est un peu le but du RGPD de lancer un petit peu tout ça. Maintenant, bon, il ne faut pas avoir un discours trop anxiogène aussi, je pense. Parce que le 25 mai, là, ce que toutes les entreprises doivent faire, c'est se poser la question, savoir qu'est-ce qu'on fait effectivement pour assurer la confidentialité des données de nos visiteurs, de nos utilisateurs, de nos clients, etc. Maintenant, l'épée de Damoclès ne va pas tomber, s'écraser sur la tête des gens aujourd'hui, maintenant. Voilà, c'est pas comme ça que les choses se passent. Maintenant, en cas de contrôle, et on sait toujours, avec l'exemple de Adopi, d'ailleurs, d'il y a quelques années, que ça tombe plutôt sur les petits plutôt que sur les plus gros, on va dire. D'abord sur les petits. Et du coup, de ce côté-là, qu'est-ce que vos clients, vos visiteurs, les utilisateurs de WordPress doivent faire? C'est montrer patte blanche. Donc, c'est montrer que vous êtes conscient, du coup, que vous conservez des données personnelles de visiteurs, de commentateurs de votre site, de clients de votre boutique ou commerce, etc. Et montrer finalement que ces données, vous êtes capable de les récupérer, de les supprimer. En fait, finalement, et là, du coup, je reviens un petit peu sur le corps, sur le noyau WordPress, et c'est ce que fait le noyau WordPress, c'est fournir des outils pour récupérer ces données-là. Et en gros, finalement, en cas de contrôle, ou en tout cas en cas de demande d'une autorité de régulation, du coup, c'est de vous assurer de pouvoir récupérer ces données et montrer que vous avez des systèmes en place qui permettent de les récupérer et de les supprimer. Enfin, il me semble que, voilà, du coup, on n'est pas dans le aujourd'hui, là, tout de suite. Ce qu'il faut, c'est être conscient des choses et savoir finalement quoi répondre aux personnes aux autorités de régulation qui risquent de poser des questions à un moment donné. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus parce que je l'ai pas vu dans WordPress. Alors peut-être que c'est prévu, comme tu introduisais ton propos tout à l'heure en disant qu'il y avait une première partie qui était là et la prochaine arriverait dans la 4.9.7. J'ai pas vu moi de dispositif particulier pour permettre à un utilisateur de récupérer lui-même ses données ou de supprimer lui-même ses données. Donc ça veut dire que aujourd'hui, si un utilisateur a besoin de faire ces opérations, il doit s'adresser à l'administrateur du site. Voilà. Aujourd'hui, en fait, là, il n'y a pas de réglementation en fait, imposant un dispositif automatisé pour pouvoir récupérer et supprimer soi-même ces données sur un site Internet. La réglementation, elle ne demande pas ça. Ce qu'elle demande, c'est qu'on puisse le faire. Donc, du coup, ce que propose le noyau WordPress, c'est tu saisis une adresse email dans ton back-office et ça récupère les données, ça les envoie à la personne ou alors ça les supprime. Ça, c'est ce que demande du coup la réglementation européenne. Maintenant, effectivement, ça peut être plus sympa de pouvoir gérer ça directement dans la page de politique de confidentialité, d'avoir un formulaire et du coup qu'à ce moment-là, le formulaire, il envoie cette requête, cette demande directement sur le site et que tout se passe automatiquement plutôt que devoir manuellement copier-coller l'adresse email de la personne. Mais c'est pas le rôle du cœur WordPress que de proposer des formulaires en front. Donc en front-end, ça n'a jamais été le rôle du cœur WordPress. C'est pour ça qu'on n'a pas de formulaire de contact au niveau du corps. Et c'est très bien comme ça. Maintenant, du coup, c'est plugin territory. Comme on dit toujours, c'est le territoire des plugins, des extensions, donc des éditeurs d'extensions. Perso, j'en ai fait une petite extension, mais la semaine prochaine, donc qui fait ça, qui affiche un formulaire en front. La semaine prochaine, il y en aura 40 supplémentaires. Donc mon extension... bye bye, on va dire, c'est pas très grave. L'objectif de mon extension, c'était juste de montrer qu'en fait, en utilisant une petite fonction, WP Create User Data Request, qui est intégrée au corps, en fait, on va automatiquement générer ces demandes-là. Et en fait, le cœur WordPress propose des fonctions PHP qui permettent de générer ces demandes. Donc, voilà, j'ai envie de dire, il n'y a aucune excuse finalement il n'y a aucune excuse technique pour ne pas être compatible ou conforme en tout cas au RGPD. Les excuses après elles sont organisationnelles à mon avis plus que techniques. Alors moi il faut relativiser un peu, excuse-moi Mathieu. Vas-y, je t'en prie. C'est que Madame Michu qui a son blog pour son
sachant qu'elle a une demande en 10 ans parce que les personnes vont avoir l'accès au peu de commentaires qu'elle a sur son site. Tu vois, tu peux te permettre de mettre une adresse mail dans un back-office pour récupérer les données. Après, si tu es sur un site à fort trafic, là, on va dire que oui, il faut mettre en place des systèmes pour automatiser tout ça. Après, l'intérêt, c'était dans les mentions légales, on nomme responsable de publication. Voilà, maintenant, il y a juste à rajouter les coordonnées du fameux DPO, là, le responsable de celui qui va saisir l'adresse mail dans le back-office. Et puis voilà, enfin, il faut pas ça va pas être insurmontable. Hein. On n'est pas obligé non plus d'avoir pléthore de fonctionnalités en plus sur son site. Ce que propose le back-office de WordPress suffit largement, quoi. Ouais. Juste, j'ai aussi une remarque à faire, c'est que en fait, le WordPress a choisi de l'intégrer au corps de WordPress et pas de le faire en feature as a plugin. Ça veut dire que non seulement donc les gens qui sont en Europe qui utilisent WordPress bénéficient de ces systèmes-là, mais ceux qui ne sont pas en fait concernés par la loi, enfin directement concernés par le règlement européen, l'ont aussi. C'est-à-dire que c'est tous les WordPress qui l'ont. Ouais. Ça fait que étendre l'API des users, en fait, de mémoire, JB. Donc, ça te donne juste des fonctionnalités en plus. Ça veut dire que tu as plein de fonctions dans WordPress que tu utilises sûrement jamais, tu vois. Donc, c'est juste quelques fonctions en plus qui te permettent de manipuler de la donnée utilisateur. Le truc des cookies pour les commentaires, c'est tout le monde. Hein. Oui, mais après, est-ce que finalement, c'est une mauvaise chose? Bon, moi personnellement, c'est dans un contexte spécifique, mais on va dire sur 150 sites, j'en ai très peu où des commentaires sont ouverts. 150 sites en maintenance, je veux dire. Donc, en fait, finalement, des sites où les commentaires sont ouverts, je suis pas sûr que ça soit forcément aussi une majorité. Mais c'est dommage. C'est dommage d'ailleurs. Non, mais pour te répondre là-dessus, enfin, je suis d'accord avec Thierry. Je pense que là, effectivement, c'est une fonctionnalité supplémentaire, mais des fonctionnalités dans WordPress qu'on n'utilise pas, il y en a quelques-unes autres qui sont peut-être moins légitimes aussi. Hein. Par exemple, le fait de pouvoir publier via l'envoi d'un email, je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit massivement utilisé. Non, mais alors je me suis peut-être mal exprimé. Je disais juste que quelque part, on donnait un peu, enfin, on partait de la réglementation européenne pour apporter de la transparence à WordPress, etc. Donc c'était plutôt bien, c'était plutôt une bonne chose. Je l'abordais pas sous l'angle, c'est chiant, il y en a qui sont pas concernés et comme ça, quoi. Je disais plus ça sous l'angle, l'Europe a permis peut-être d'avoir des nouvelles fonctionnalités, enfin le règlement européen a permis d'avoir des nouvelles fonctionnalités pour pouvoir éventuellement exporter des données utilisateurs, être plus transparent sur le fait que WordPress stockait des cookies pour les commentaires. Voilà, c'est juste ça. Hein. Et tu as raison en fait en disant ça d'ailleurs, puisque ce qui est marrant finalement, c'est que dans la team GDPR du coup du corps, hein, en fait finalement les personnes qui ont fait intégrer le plus de développement et qui ont d'ailleurs suivi en fait typiquement ou même les leads de la version 4.9.6. Donc en gros toutes les personnes qui ont pris des décisions et intégré le plus de code par rapport au GDPR, donc au RGPD, ce sont des Américains qui potentiellement à la base sont pas concernés par cette réglementation. Non, parce que derrière en fait finalement il y a aussi un questionnement sur effectivement, un site internet a une responsabilité et WordPress a une responsabilité dans la collecte et l'utilisation massive de données personnelles des gens, en fait, finalement. Donc, je pense que ça va effectivement un petit peu plus loin et que finalement, le RGPD a été quelque part un prétexte pour un intérêt spécifique sur qu'est-ce que WordPress fait finalement de bien ou de mal avec les données personnelles des gens. Hein. Donc, tout à fait. Je pense que ça a été un appel d'air finalement par rapport à cette problématique. Et puis c'est peut-être aussi une manière de contester la politique américaine qui est justement un peu laxiste et qui force même maintenant un peu à l'utilisation des données. Donc, je pense qu'ils ont toujours été un peu en opposition par rapport à ça. Donc, oui, il y a aussi un positionnement politique quelque part. Et puis, voilà, on parle de logiciels open source. Il y a toujours eu une prise de position un peu politique, même si elle n'est pas, on va dire, militante. Mais il y a toujours eu un peu
enfin voilà, un positionnement par rapport à ça. Et finalement, voilà, tous ces Américains, que ce soit Jonathan ou son co-lead, qui ont l'idée 4.9.6 et qui vont sûrement d'ailleurs l'idée la prochaine version, 4.9.7, puisque là du coup ils sont bien partis, sont des personnes qui ne sont pas concernées directement par cette loi au niveau de leur entreprise. Alors moi, je voudrais juste maintenant m'adresser un peu à tous les freelances et les agences, parce que là, on a un peu l'histoire du devoir de conseil. Et je pense que tout le monde a un intérêt déjà à mettre en pratique ça sur ses propres sites, mais à bien se renseigner aussi sur toute sa réglementation pour aller conseiller ses propres clients. Parce qu'à partir du 25, on est quand même un peu responsable de tout ça, quoi. Donc dans le RGPD, il y a une notion de privacy by design ou by default. C'est qu'il faut qu'on intègre dans tous nos process en tant que professionnel la prise en compte de ces données-là personnelles. Donc dès le design des sites, et je ne parle pas du design au sens graphique, mais du design au sens architecture, il faut se poser, il faut en permanence avoir ça sous l'œil et dire bon voilà, qu'est-ce que je fais de cette donnée-là, où elle va, combien de temps je la garde, où elle est stockée, qui l'utilise, quoi. Voilà. Donc, c'est pas juste mettre 2 cases à cocher sur un formulaire. C'est un petit peu plus complexe que ça. Je crois pas aux fameux X plugins qui sont sortis là, qui promettent de rendre WordPress compatible RGPD. Si ça couvre une partie du besoin, mais c'est plus compliqué que ça, quoi. Donc, faut bien se documenter, se renseigner, se former éventuellement et intégrer ça dans ses process, quoi. Je pense que tu as tout dit, Thierry. Enfin, tout le sujet, il est là. Le sujet n'est pas technique, en fait. Il est organisationnel. Effectivement, enfin, techniquement, en fait, ça passera jamais si demain la CNIL vient vous embêter en disant ben, qu'est-ce que vous faites des données de ces gens, pourquoi vous les avez, etc. On pourra jamais dire ben oui, mais techniquement, c'était pas possible, ça coûtait trop cher de mettre en place le RGPD, etc. Enfin, jamais personne ne vous écoutera si vous donnez ce genre d'excuses. Donc voilà, il faut penser le RGPD au niveau organisationnel et ensuite techniquement derrière, c'est pas très compliqué. Et puis même si techniquement c'est compliqué, enfin, la réglementation elle-même intègre le fait que, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais que la dépense que va impacter la mise en conformité ne doit pas non plus mettre en danger la santé financière de la structure et ne doit pas dépasser un certain pourcentage du chiffre d'affaires. Donc demain, admettons qu'on ait utilisé un CRM qui ne soit pas compatible RGPD, on utilise un logiciel de mail qui soit pas compatible RGPD, son site n'est pas compatible. Alors maintenant, il faut tout reprendre et que ça occasionne des dépenses monstrueuses. Non, il faut juste montrer qu'on est dans une démarche on a compris, on fait en sorte de changer tout ça, mais on comprend très bien qu'une entreprise du jour au lendemain ne peut pas changer tous ses process, tous ses outils. Donc voilà, il faut aussi un peu modérer ça. Ça peut coûter très cher aussi, selon les structures, la taille des structures. La mise en conformité peut être assez violente, quoi. Mais ouais, mais ils avaient 2 ans pour se préparer, comme l'a dit JB. Ouais, mais je te dis, moi ces derniers temps, 100% des prospects ou des clients qu'on a eus ne savaient même pas ce que c'était, quoi. 100%. D'accord. Vous avez parlé, je crois que je vous ai... Je te parle pas de petits clients, hein, voilà, c'est... D'accord. Vous avez parlé, je crois, de Facebook et des autres gros, on va dire, des médias sociaux. Il y a aussi, est-ce que vous avez parlé aussi on a parlé de e-commerce et tout ça, mais est-ce qu'on a parlé des structures qui font de l'emailing ou du marketing avec les données clients? Qu'est-ce que ça va changer pour elles? On en a parlé de ça? Je sais pas. Non, mais ça va changer pas mal de choses, mine de rien, hein, et c'est déjà en train de changer, en fait. On voit des structures comme Sendinblue, Mailchimp qui sont en train de se mettre à jour là-dessus pour l'envoi d'emailing. Donc, j'ai parlé notamment avec un confrère récemment qui n'arrivait plus du tout à envoyer des emails qui étaient notés comme non-opt-in, donc sans consentement via Mailchimp, et puis via Sendinblue quelques jours après. Donc ça, c'est la problématique actuelle. Ça va être de voir comment faire la transition en fait par rapport aux utilisateurs existants qu'on a dans ces bases de données.
comment s'assurer de leur consentement actuellement. Donc la première option, c'est vraiment d'envoyer un email dès maintenant en leur disant est-ce que vous acceptez de toujours recevoir nos emails, faire ça avant vendredi. Et la deuxième option, c'est malheureusement de laisser tomber toutes les bases de données actuelles sans grand consentement, sans grande preuve de consentement qu'on ait. Donc ça, c'est un gros problème marketing. Après, du point de vue des CRM, ils se mettent tous à jour, les grands. Je travaille personnellement avec un outil très très complet qui est mon dada, qui s'appelle HubSpot et qui fait tout, absolument tout pour remettre tout en conformité, que ce soit le design du site, la mise en place des formulaires sur les landing pages, etc. Donc ça, il faut vraiment vraiment vérifier que les outils qu'on utilise mettent en place le RGPD aussi vite que possible, sans se presser bien sûr, mais faire une transition vers des outils RGPD compliant très très vite. Il y a certains services qui ont fermé, hein, je n'ai plus les noms en tête, là, mais qui eux se cachaient pas d'utiliser la donnée personnelle et qui ont dit voilà, nous, tout ce qui est européen maintenant, on ferme et tant pis pour eux. Quoi. Cambridge, je sais plus comment là. Mais Sending Blue, déjà, ça faisait longtemps qu'ils avaient une politique autour de ça. Dès qu'on importait des listes, on pouvait pas importer des listes n'importe comment. C'est quand même pas nouveau cette politique-là. Donc après, le conseil qu'on peut donner, c'est les gens qui ont déjà des listes et qui n'ont pas le consentement, c'est après d'envoyer une newsletter pour obtenir le consentement des gens et puis d'expliquer clairement ce qu'ils vont faire, de la communication, de l'utilisation du mail, quelle récurrence, etc. Mais oui, mais comme le disait Éléonore, faut le faire avant le 25 mai, quoi, parce que après, c'est plus de l'email sollicité, quoi. Oui, bon après, je pense que si on a une politique des abonnements par mail, c'est les mecs les gens qui voulaient pas s'abonner, ce sont déjà des abonnés. Quoi, donc. J'imagine même pas les boîtes mail dans les prochains jours. Et par contre, il y a aussi un point qui est important, c'est que dans la réglementation, ils mettent qu'on doit stocker le consentement aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, on s'assure que quand la personne a dit oui ou qu'elle a dit non, qu'on puisse le stocker. On peut imaginer aussi qu'elle a dit oui et qu'elle dira non demain et oui après-demain. Donc, comment on stocke ça? Mailchimp l'a prévu déjà dans la mise à jour. Ils ajoutent une data en fait automatiquement sur les listes. Donc du coup, Mailchimp le fait, sûrement, je n'ai pas vérifié, mais dans tous les outils qu'on va utiliser, il faut qu'à un moment donné, on puisse y prouver que, bah oui, la personne a jamais fait Mais oh, Thierry. ouais, comment comment on fait la différence entre un opt-in et un opt-out d'ailleurs? Parce que comment moi je peux dire j'ai jamais c'est qui doit prouver c'est qui a la charge de la preuve dans ces cas-là? D'ailleurs, comment c'est l'entreprise qui vous a dit oui, le 25 mai, vous avez cliqué sur tel bouton? C'est tout ça le problème. Alors, je sais qu'il y a des organismes qui se jettent là-dessus maintenant et qui proposent des services qui anonymisent ça avec des systèmes de clés ou autres. On pourrait parler de blockchain ou tous ces systèmes pour être la solution. Mais c'est clairement ça. C'est que demain, je peux très bien prendre une liste. Je sais pas, je prends les abonnés au Meetup parisien, je les fous dans mon truc et puis en même temps que je les charge dans Mailchimp, je mets oui à la case. Ils étaient d'accord. Mettons. Bah non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Il faut que la personne elle puisse comme on parlait par exemple de la réglementation sur la TVA et la fraude à la TVA, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on s'assure que cette donnée-là, elle ne peut pas être altérée et modifiée quand la personne a réellement on ne peut plus le bouger, quoi. Et puis il faut s'assurer que c'est la personne elle-même qui a donné le consentement. Donc c'est ça toute la difficulté, quoi. Voilà. Donc quand on veut dire que quand je mets une case à cocher dans Gravity Form ou je ne sais pas quelle solution qui permet de dire oui, je suis d'accord est-ce que ça c'est suffisant? Je ne suis pas certain. Non, il faut un tiers certificateur. Voilà, donc c'est une première étape, mais c'est pas le top. Il va falloir des certificats numériques. Je pense que la solution c'est la fameuse blockchain. Je pense qu'il y a des prestataires qui commandent des solutions qui souvent se lever sur WordPress, Drupal ou autre, et qui vont permettre de se porter garant de ça. Quoi. Ouais, mais la blockchain, c'est pas très bon pour la planète, ça. C'est l'huile de palme.
Hein. Tant qu'on n'a pas dans le Nutella, c'est... Ouais, arrêtez le Nutella, c'est ce que je veux dire. On Ouais, va peut-être, parce que là, on pourra en parler toute la nuit, hein, mais ouais. Juste peut-être oui, que ça peut Jean-Baptiste. vous intéresser une petite update par rapport au corps justement et ce qui va venir, enfin ce qui est en cours, ce qui va venir. Je sais pas On si t'écoute, on a oui. le temps pour Oui, ça. oui, bien sûr, on t'écoute. Parce que du coup, je suis en même temps un petit peu en train de suivre le, le Slack de l'équipe Cœur. Mais Et comment ça, tu nous écoutes pas? si, Ah bon, j'écoute, mais je suis capable de faire plein de choses en même temps. Et juste pour vous dire, en fait, il y a un point qui peut être soulevé par des personnes en commentaire du podcast, je pense, c'est que la mise à jour 4.9.6 pour la première fois, c'est jamais arrivé avant, en tout cas, a priori, n'a pas été poussée de façon automatique en auto-update, en fait, en mise à jour automatique. Et il y a des raisons, en fait, pourquoi ça n'a pas été le cas. Notamment, c'est un peu dédicace à Mathieu, mais le fait que c'est une mise à jour quand même qui n'est pas anodine non plus. Il y a un certain nombre de plugins, d'extensions plutôt, qui ont cassé en fait avec cette mise à jour, notamment MailPoet. Donc, si vous êtes utilisateur de MailPoet, euh, ça peut être compliqué puisque du coup, la dernière version de WordPress, en fait, bloque l'envoi des mails, en C'est tout la cas version 3 de l'utilisation. MailPoet, pas la 2, je crois. C'est la version 3, ouais. Enfin, le MailPoet, pas WYSIJA. MailPoet, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Du coup, en fait, compte tenu du fait que MailPoet est utilisé par 60 000 personnes, 60 000 installations plutôt d'ailleurs, du coup, l'équipe du Cœur a préféré ne pas pousser les auto-updates pour laisser le temps à MailPoet de corriger l'extension. Il y a quelques autres extensions, une dizaine qui sont concernées, mais c'est MailPoet qui a le plus d'utilisateurs. Donc, du coup, les auto-updates vont être poussés, vont être activés demain, normalement, si tout se passe bien. A priori, c'est en bonne voie. Et 4.9.7, donc la prochaine version mineure, va être en bêta la semaine prochaine. Voilà, donc les choses vont vite, comme Ok, d'habitude, voilà, de ce côté-là. ok. Bah ouais, mais c'est bien d'avoir pris cette précaution. Par contre, ça aurait été presque bien aussi de le dire. C'est toujours compliqué de communiquer sur sur les loupés. C'est plus facile de communiquer sur les réussites. Bah, c'est pas un loupé, c'est de dire qu'effectivement la mise à jour. Parce que moi, quand j'ai vu ça, effectivement, j'ai dit, bah, tiens, c'est marrant. Euh, Ça merde là, je ne mets pas à jour automatiquement mon site. Donc du coup, j'étais un peu surpris effectivement de devoir faire moi-même la mise à jour. Ça aurait été bien de le dire. Non, mais tu as raison. En plus, c'est vrai que c'est pas un loupé parce que justement, c'est une précaution qui est Bah carrément. ouais, c'était bien et c'était même, enfin je veux dire, c'était Ouais. bien d'avoir cette précaution. Donc pourquoi se priver de le dire? Enfin c'est dommage Non, quoi. ouais. En fait, Ouais, je pense que la plupart des utilisateurs savent pas ce qu'est une version mineure, une majeure. Tu vois, ceux qui ont vu que il fallait faire une mise à jour, et ils ont fait la mise à jour manuellement. Et je pense que la plupart ne sont pas posé la question il y a eu un loupé sur l'update automatique, quoi. Là, on est entre pros et tu veux dire oui, mais je pense que la Oui, hein. plupart. oui. Enfin, non, mais parce que ce que je veux dire, c'est que après, ça fait, ouais, ben non, il y a, enfin, mon réflexe, c'était de dire, bah ouais, il y a un problème avec la mise à jour automatique. Mon réflexe, ça n'a pas été de dire, ils ont eu la volonté de pas faire la mise à jour automatique, quoi. Voilà. Ouais, non, mais tu as raison, hein, Mathieu, sur les fondements du propos. Après, derrière, effectivement, la communication. En fait, c'est toujours plus facile de prendre des décisions, finalement, et la communication, on sait toujours que dans l'open source, c'est ce qui fait un petit peu défaut derrière, parce que même si les décisions sont bonnes, la communication de WordPress au sens général, aujourd'hui, c'est ouais, Gutenberg, etc. C'est pas ouais, le RGPD. Ouais, ouais. Voilà. Donc, pour rétablir la situation, faut tous se mettre à contribuer à Gutenberg pour qu'on puisse retrouver des cycles un peu plus, on va dire, normaux. Non, mais c'est un peu vrai, c'est un peu du troll gentil, hein, mais du troll Mm. quand même. Mais Mm. derrière, enfin voilà, il faut savoir que cette mise à jour JDPR, elle a été faite rapidement, Mm. dans un cycle très rapide. Euh, et, euh, et voilà, enfin bon, on va dire que les gens ont fait
tout ce qu'ils pouvaient pour que ça se passe le mieux possible. Il peut y avoir quelques loupés, quelques prises de décision sur lesquelles on n'est pas d'accord. Maintenant, voilà, ça reste des gens, les gens qui font WordPress, des gens qui font ça, enfin qui ont à cœur de bien le faire, ou en tout cas le mieux possible. Donc voilà, pas de souci de ce côté-là. On sait que le 25 mai, nos sites seront à peu près conformes, on va dire, potentiellement, même s'il reste du boulot derrière d'organisation. Bon, voilà, on n'est pas si mal loti que ça, je pense, de ce côté-là. Et puis, je viens de voir passer ton ticket sur les commentaires, qui, à mon avis, va atterrir dans le 4.9.7. Ah, voilà une bonne nouvelle. Je suis un fan des commentaires. Bon, Ok. alors, est-ce que on va d'abord remercier nos invités, hein. Merci Oui, beaucoup, tout à fait. Éléonore et Jean-Baptiste, c'était vraiment chouette. Je pense que moi, ça m'a beaucoup, même Thierry, tu avais pas mal d'infos aussi, ça m'a bien éclairé. Et Mathieu, tu as un petit événement à annoncer, non? Très juste. Oui. J'y pensais même plus. On a rendez-vous la semaine prochaine, le Voilà. 27 mai. Mhm. Le 27 mai, on va fêter un anniversaire un peu particulier. C'est celui de WordPress. Voilà. Et donc, on a organisé un meet-up en Sur plein air. l'herbe. Sur l'herbe. En plein air, au bord d'un lac, très sympa. Donc, on s'organise sur le site de Meetup. On a donc l'événement qui est publié et puis chacun va apporter un petit peu sa pierre à l'édifice. Moi, j'ai apporté le 1 et le 5, les bougies 1 et 5. Et j'ai également récupéré des goodies de WordPress, ce sont des ballons de baudruche et des stickers. Et puis, les cerfs-volants. membres. Pardon? Des cerfs-volants aussi? Non. Non, j'ai pas les cerfs-volants. Et Bon. puis les autres membres, les autres membres, il y en a qui vont faire des gâteaux, il y en a qui vont acheter des gâteaux, il y en a qui vont amener des boissons. On va se faire un petit goûter très sympa. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, c'est donc sur je me rappelle, le link inférieur dans le 16e arrondissement, donc au Le bois de Boulogne, voilà, c'est ça. Il y a toutes les infos sur le site Meetup de la communauté parisienne. Voilà, on sera très content de souffler les bougies tous ensemble. Alors, c'est de quelle heure à quelle heure? Ah oui, très juste. C'est un goûter, hein, donc on commence à 15h et puis à 17h, il y aura déjà beaucoup moins de monde. Mais donc on a mis 15h, 17h, mais on peut aller au-delà s'il y a besoin. Ok. Peut-être que JB ils font quelque chose sur Valence, non? Ouais, j'allais dire pour ceux qui sont pas sur Paris, du coup, en Rhône-Alpes, on a un meet-up sur Valence. Donc, le même sujet, anniversaire, 15 ans de WordPress. Bon, Pour les autres, allez voir sur meetup.com, il y a sûrement quelque chose qui Oui. Près de chez vous, ouais. Ou dans le widget du tableau de bord. Tout à fait, parce que oui, dans le widget du tableau de bord, on a bien cet événement qui apparaît. Et il y a même un site dédié à l'anniversaire le 15e anniversaire de WordPress, qui est directement disponible depuis votre dashboard. Je me rappelle plus, WP15 quelque chose. Il y a un hashtag, donc il faudra utiliser ce jour-là, qui est WP15. Voilà, donc prenez des photos de vos meet-up et partagez-les avec ce hashtag, et puis on va faire la fête, quoi. Et puis en même temps, vous pouvez dire à vos mamans de venir, parce que le 27 mai, c'est aussi la fête des mamans. Et on peut amener les enfants, en fait Alors, en famille. sur ce meet-up, ouais, on peut venir en famille. Ouais, c'est ambiance familiale, ouais. D'accord. Voilà. On va venir en bus. wp15.wordpress.net. Voilà. C'est ça. Oh, il est fort, Thierry. Trop fort. Bon, merci merci à Éléonore de nous avoir apporté ces lumières, à Thierry également, qui, on l'a vu, est confronté à ce sujet avec ses brio. clients. Et puis Avec voilà, brio. et tous les deux nous ont apporté l'éclairage, on va dire, plus contextuel. Et Jean-Baptiste, avec des difficultés de connexion certaines, a apporté les éléments sur WordPress. Donc, merci à tous les trois. Merci à vous. Merci. Et puis, on se revoit dans un mois. Donc, ce sera le dernier podcast avant l'été. On n'a pas encore le sujet, mais ça va venir. Ça marche.
Allez, Ciao. salut. Bonne soirée tout le Bonne monde. soirée à tous et toutes.